Bonjour à tous, donc je suis Marc-Henri Stern, je suis le coordinateur de ce projet avec un exercice très difficile pour moi, c'est non seulement de vous parler de science, qui n'est pas forcément votre culture, mais en plus de vous parler d'un projet, et donc il y aura très très peu de résultats puisque le projet vient à peine de commencer. Mais ça a été pour nous déjà une aventure que je vais vous raconter, je vais vous décrire un petit peu vers quoi on arrive. Donc, déjà, le titre n'est pas simple, hein, de la génétique à l'immunologie. Qu'est-ce que c'est la génétique? Qu'est-ce que c'est l'immunologie? Comprendre la biologie du mélanome uvéal, ça, j'imagine que vous comprenez. Et la fin, pour nous, c'est d'améliorer le diagnostic, la prévention, le traitement, mais en visant quelque chose, c'est mieux comprendre la maladie. Pour nous, c'est la clé fondamentale pour avoir le meilleur traitement possible. Il y a un point en petit caractère, je l'ai mis en petit caractère, projet financé par le US Department of Defense, qui est donc en gros l'armée américaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi une nouvelle aventure aussi. C'est qu'il y a environ 1 an et demi, il y a eu un appel d'offres international issu de l'armée américaine, du département de la Défense, concernant le mélanome, mais plus particulièrement les formes rares de mélanome, qui incluent le mélanome uvéal. Alors, pour vous rassurer quand même, le but du programme est un programme de santé visant à prévenir l'initiation et la progression du mélanome. Il n'y a absolument rien de militaire là-dedans. Et en fait, pourquoi l'armée américaine finance non seulement des projets sur le mélanome, mais des projets en gynécologie, en pneumologie, etc. Parce que, en fait, l'armée américaine s'occupe d'une énorme population de vétérans, que ce soit des militaires actifs, des militaires à la retraite et toutes leurs familles. Ils diffusent peu de statistiques, les militaires, mais ça représenterait environ 20 millions de personnes avec un système de santé qui est en dehors du système de santé américain. Donc c'est quelque chose d'à part. Et en pratiquement 200 centres hospitaliers. Donc c'est comme un pays relativement important de la communauté européenne. Mais en plus, c'est l'armée américaine. Donc ils sont suffisamment riches pour financer des améliorations de leur système de santé. Donc ça, c'est le but. Et ce qui demande dans ce projet, c'est uniquement des résultats scientifiques et médicaux qui vont pouvoir arriver à ce but. Et nous, on leur communique nos rapports financiers et les rapports scientifiques. Il n'y a évidemment aucune donnée de patient ou aucun autre projet accessoire qui va être communiqué à l'armée américaine. Donc, le projet, donc c'est un appel d'offres international. Et qu'est-ce qu'on a soumis pour ce projet? C'est de répondre à 3 questions qui semblent initialement très différentes. C'est comment notre patrimoine génétique prédispose au mélanome uvéal. Et en gros, c'est un topo que j'avais fait il y a 2 ans, c'est pourquoi moi? Est-ce que la génétique explique en partie le fait que vous ou quelqu'un de votre famille a eu cette maladie? Quelque chose qui est nouveau pour nous aussi, c'est comment le patrimoine génétique influence le mode de transformation maligne. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là, entre la cellule normale et donc à partir de la cellule normale qui est le mélanocyte de l'œil. Et ensuite, comment ces différents modes de transformation maligne vont influencer la présentation de molécules qui peuvent être reconnues par le système immunitaire et qu'on peut utiliser contre la tumeur à des fins thérapeutiques. Donc, c'est les 3 axes de nos projets. Donc, le premier axe, je suis le coordinateur. Le deuxième axe, c'est Manuel Rodriguez qui est là, qui est le coordinateur du projet. Et le troisième axe, c'est Olivier Lantz qui est à ma gauche et qui va vous parler de cet axe. Donc là, c'est la photo de nous.
Mais la photo est assez réussie, donc j'aime bien. Une personne qui a été absolument déterminante, que je ne vois pas ici, Léane. Elle est là. Léane, qui est chef de projet sur le mélanome uvéal et qui a eu un rôle absolument majeur pour notre succès, pour avoir ce financement. Et évidemment, ça se fait avec la communauté des patients qui est représentée par Melanoma Patient Network Europe. Les dates clés pour vous donner un peu une idée comment nous on fonctionne, et on est sur le temps long, malheureusement, mais c'est comme ça. Il y a eu l'appel d'offres en juillet 2022, oh là, 2022. Et on a décidé de répondre à cet appel d'offres. Donc ça a été on va dire, un été particulièrement studieux, où on a soumis une pré-application, ensuite une application en octobre 2022, et on a été sélectionné donc en mars 2023. Et donc ça, c'était parmi toutes les équipes mondiales, on a été un des 3 projets retenus, donc ce qui était une grande victoire, mais on saute en l'air, mais il nous reste encore plus de 6 mois de travail à négocier avec l'administration américaine, qui est particulièrement tatillonne pour tous les détails du projet. Et par exemple, pour la partie vérification par les comités d'éthique, c'est tout notre projet a été examiné à la fois dans les comités d'éthique de l'Institut Curie pour savoir si ce qu'on faisait était autorisé et normal, mais le même projet a été aussi analysé par les comités d'éthique américains qui ont vérifié que ça correspondait à leurs critères, et puis c'est revenu en France pour... Bref, c'est comme ça, à la fois sur le plan éthique, administratif et financier. Donc 6 mois de négociation, c'est ce qu'ils appellent la négociation, et le projet a démarré en 2023, octobre 2023, donc il y a à peu près 3 mois. Mais ça représente quand même des enjeux pour nous considérables, et j'espère pour vous aussi, parce que c'est l'opportunité de travailler sur cette maladie. C'est un peu moins de 2 millions de dollars, donc ça fait actuellement 1,7 million d'euros, ce qui nous permet de financer quasiment complètement notre activité de recherche pour les 4 prochaines années, même s'il y a d'autres financements à côté, et ça nous permet d'embaucher 5 personnes temps plein, que ce soit postdoc et ingénieur, pendant les 4 ans, et donc d'avoir au moins les moyens financiers et humains pour mener à bien cette recherche. Alors maintenant, la question clé, c'est qu'est-ce que c'est que cette recherche? Ce schéma est notre schéma de travail. C'est comment le mélanocyte normal de l'œil va subir des modifications génétiques qui va le transformer d'abord en une tumeur bénigne, un névus, donc ces petites taches noires qui sont présentes dans à peu près 1% de la population au fond de l'œil. Et puis, malheureusement, de temps en temps, il y a d'autres événements génétiques qui surviennent et qui aboutissent au mélanome uvéal. Donc, ceci n'est qu'un schéma avec les anomalies moléculaires. Donc, ces gènes, ces mutations se sont accumulées sur un nombre limité de gènes qu'on connaît maintenant bien, et qui ont des processus biologiques qu'on commence à comprendre. Et puis, il y a 3 flèches avec les 3 formes de mélanome uvéo qu'on reconnaît, qui correspondent pour les tumeurs qui ont muté ce gène BAP1 aux formes dites aussi à monosomie 3, qui sont les formes les plus sévères qu'il faut surveiller vraiment attentivement. SF3B1, je ne vais pas rentrer dans la biologie de ces systèmes qui est compliqué. SF3B1 qui a un pronostic intermédiaire, et EIF1X qui est un 3e mode de transformation avec un pronostic meilleur. Ces 3 axes vont s'articuler autour de ce schéma et essayer de répondre à ces questions de la génétique à l'immunologie. Donc,
programme numéro 1 que je coordonne avec Christelle Collat, qui est généticienne médicale à l'Institut Curie, que vous avez peut-être rencontré. C'est comment le patrimoine génétique prédispose au mélanome uvéal. Et ça repose sur des études qu'on a déjà faites, qu'on avait déjà commencé depuis presque 10 ans, avec la génétique. Donc c'est le patrimoine héréditaire, c'est ce que vous avez reçu de vos parents. Elle a deux façons d'influencer la maladie, de prédisposer à la maladie. Une forme, c'est la génétique du risque sévère, c'est-à-dire ça explique comment plusieurs cas de mélanome uvéal ou plusieurs cas de tumeurs qui sont dans le même spectre que le mélanome uvéal vont survenir dans la même famille. Et on connaît déjà un certain nombre de mutations qui, au lieu de survenir au cours de la transformation maligne du mélanocyte, sont acquises dès la conception de l'individu. Elles sont présentes, une première mutation est présente dans toutes les cellules de l'organisme dès la conception. Et du coup, ça va accélérer le processus parce qu'il y a déjà une étape qui est apportée par le patrimoine génétique. Et la forme la plus connue, c'est les mutations BAP1 qui prédisposent effectivement, dans environ 1% des mélanomes uvéaux, sont liées à une mutation héréditaire du gène BAP1. Et du coup, la transformation, elle se fait uniquement vers les mélanomes avec monosomie 3 qu'il faut surveiller attentivement. Il y a une autre mutation de prédisposition héréditaire sur laquelle on travaille beaucoup à l'Institut Curie parce que c'est grâce aux travaux de thèse de Manuel Rodriguez qu'on a pu identifier cette mutation MBD4 et qui est une mutation importante. MBD4 ne fait pas partie de ce schéma, mais MBD4 augmente la plasticité du génome, augmente le taux de mutation du génome, et du coup, elle augmente les chances, ou les malchances, que le mélanocyte mute pour des gènes qui sont impliqués dans le mélanome uvéal. Donc ça augmente cette vitesse, cette probabilité, et ça va donner ce type de mélanome uvéo. Là aussi, on parle d'à peu près 1% des cas, mais c'est des cas très importants à repérer parce qu'ils répondent à des traitements particuliers tels qu'on a pu les démontrer avec Manuel. Et puis évidemment, ça c'est ce qu'on connaît, mais ce qu'on va chercher, c'est à connaître plus, à identifier d'autres syndromes de prédisposition. Et ça, c'est le travail de thèse d'Anaïs Leven, que probablement beaucoup ont déjà rencontré, puisqu'en plus d'être doctorante et scientifique, c'est la conseillère en génétique qui s'occupe des patients avec un mélanome uvéal. Puis il y a une autre génétique beaucoup plus compliquée à comprendre, qui est une génétique de risque faible, qui est plutôt une génétique de prédisposition d'une population. Et le mélanome uvéal est remarquable parce que l'incidence de la maladie est à peu près 10 fois supérieure pour les populations d'origine européenne. Et à partir de cette observation, on a fait des longues études qui nous ont permis d'identifier des gènes de prédisposition de population. Comme on vous l'a dit, ce qu'on connaît depuis longtemps, c'est que les individus avec des yeux bleus, un teint clair, sont plus à risque, à peu près 2 fois plus à risque de développer un mélanome uvéal que les patients avec des yeux marrons. Et on a été jusqu'à identifier ces gènes de prédisposition qui sont importants pour la pigmentation des yeux, en identifiant un gène, ERK2, dont un des variants, donc ce n'est pas une mutation, c'est un variant constitutionnel de notre patrimoine génétique. Le variant qui est associé aux yeux bleus est aussi associé à un risque de développer un mélanome uvéal, mais plus particulièrement de développer un mélanome uvéal muté pour BAP1, donc à surveiller étroitement.
Et puis, bizarrement, un autre gène qui influe aussi la pigmentation des yeux, dont un des variants est associé à la couleur bleue des yeux, est aussi associé à une prédisposition pour le mélanome uvéal, mais plutôt au mélanome uvéo de bon pronostic. Donc c'est une observation qu'on a faite, qu'on a publiée, qu'on ne comprend absolument pas. Et les questions auxquelles on cherche à répondre dans ce projet, c'est par quel mécanisme la génétique de la couleur des yeux prédispose au mélanome uvéal. Donc là, le travail d'Anaïs. Peut-on trouver d'autres variants génétiques qui influent le pronostic du mélanome uvéal? Et peut-on prédire, donc ça c'est important, c'est que vous avez vu qu'on biopsie rarement la tumeur de l'œil. Donc comment peut-on prédire le niveau de surveillance qu'il faut associer avec le mélanome uvéal? On pense que simplement une prise de sang peut nous donner des orientations sur des patients à haut risque qu'il faut surveiller ou des patients à bas risque qu'il faut moins surveiller. Et ça, c'est le travail de thèse de Thibault. Deuxième axe que je ne vais pas dévoiler, qui est transformer la cellule normale de l'œil en mélanome uvéal. Vous allez avoir une présentation entière sur cet axe 2 par Olivier Gagné, qui est le grand chef opérationnel de ce projet. Et donc, est-ce qu'on peut prendre des mélanocytes de l'œil et reconstituer cette trajectoire dans une boîte de pétri, à la fois pour comprendre ce qui se passe vraiment, et pas un schéma hypothétique, mais avoir des résultats qui soient solides de compréhension, mais aussi comment comprendre ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire comment des gènes qui n'ont rien à voir, qui influent la pigmentation des yeux, comment ils vont influer cette transformation maligne. Et puis aussi, le dernier axe, c'est comment ce mode de transformation va permettre la reconnaissance par le système immunitaire de ce mélanome uvéal, et comment on peut extraire ces informations à des fins vaccinales. Et ça, c'est l'objet du troisième axe qu'Olivier Lanz va vous présenter. Merci Marc-Henri. Donc, merci d'être là. Donc, je vais vous présenter, essayer de vous présenter un peu d'immunologie. Et donc, le but de nos études, c'est d'arriver à des approches thérapeutiques nouvelles. Donc, il faut d'abord que je vous présente qu'est-ce que c'est que les vaccinations tumorales thérapeutiques. Donc, ce n'est pas une vaccination préventive. Les vaccinations préventives que vous avez tous eues, c'est pour se prévenir les infections virales ou antibactériennes. Et donc, le but d'une vaccination thérapeutique, c'est de stimuler le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et détruise les cellules tumorales. Alors, quand on parle de vaccination thérapeutique, ça veut dire que les patients ont des cellules tumorales, soit qu'on ne voit pas, qu'elles sont microscopiques, soit même macroscopiques. Le système immunitaire peut détruire des grosses masses tumorales. Ça a été démontré par d'autres études. Donc, quel est l'objectif de vaccination thérapeutique? C'est stimuler une réponse cellulaire, donc c'est ce qu'on appelle les lymphocytes T, qui soient capables de détruire les cellules tumorales tout en préservant les tissus sains. Donc, il faut que les cibles qui peuvent être reconnues par le système immunitaire soient spécifiques de la cellule tumorale et ne soient pas présentes sur le tissu sain. Ça veut dire qu'elles soient uniquement exprimées par la cellule tumorale. Et puis, il est important aussi d'avoir de multiples cibles et pas seulement un seul objet, un seul molécule qu'on vise à détruire, parce que les cellules tumorales sont très plastiques. On pourrait sélectionner des variants qui n'expriment plus la cible. Donc on a envie de cibler un maximum de cibles. Et puis, il faut qu'on génère une réponse, c'est un peu plus technique, une réponse immune diversifiée de CD4 et de CD8. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme type de cible? Eh bien, il y a ce qu'on a beaucoup utilisé dans le passé, qui sont les antigènes associés aux tumeurs. On a fait des vaccinations, et donc, par exemple, c'est les protéines qui sont impliquées dans la synthèse de la mélanine, qui sont exprimées sur les mélanocytes, mais aussi présentes dans la peau, dans les cellules normales. Et donc,
on a essayé beaucoup parce que c'était les premiers, ce qu'on appelle les antigènes tumoraux, et ça marche pas très bien. Et donc, vous avez peut-être entendu parler que maintenant, on s'intéresse beaucoup à la vaccination personnalisée. Et donc, ça vise à séquencer la tumeur, à trouver les mutations qui sont spécifiques à chaque patient et de fabriquer un vaccin propre à chaque patient. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ça répond au premier critère, c'est spécifique des cellules tumorales, c'est pas utilisé par le tissu sain. En même temps, c'est compliqué à faire, puisqu'il y a un produit vaccinal pour chaque patient, donc c'est compliqué logistiquement, et c'est cher, et puis c'est en pratique médicale courante, tout ce qui est compliqué, ça marche, c'est pas facile à faire. Alors, à côté de ça, il y a des cibles, on les appelle néo-antigènes, qui sont partagées, qui correspondent aux mutations qui sont responsables de la tumeur. Par exemple, dans le mélanoma, on pourrait dire on va cibler GNAQ, GNA11, qui sont à l'origine en partie du processus oncogène, mais il se trouve ce n'est pas des bons néo-antigènes, ils ne sont pas reconnus par le système immunitaire parce que c'est tout petit, c'est une mutation ponctuelle, c'est une seule différence qu'on reconnaît mal. Et donc, grâce à une idée à la découverte de l'équipe de Marc-Henri qui avait trouvé qu'il y avait des anomalies, vous avez vu SF3B1, qui génèrent une grande quantité de néo-antigènes qui sont liés aux anomalies d'épissage ou d'autres sources de néo-antigènes. On a ce qu'on appelle des néo-antigènes qui sont partagés entre patients, et en même temps qui sont spécifiques de la tumeur, puisque l'anomalie génétique SF3B1 elle est présente que dans la tumeur. Donc ces anomalies d'apprêtement ou d'épissage, j'essaie de ne pas utiliser le mot technique, de l'ARN, de métabolisme de l'ARN, conduisent à des antigènes qui sont partagés entre patients. Donc c'est beaucoup plus facile à faire. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un seul produit pour une catégorie de patients. Et en même temps, on sait que ce n'est pas utilisé sur le tissu sain, et donc il n'y aura pas de ce qu'on appelle de mécanisme de tolérance. Alors, en fait, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet du département de Defense? C'est donc qu'on va séquencer toute une série de tumeurs, et puis on va prédire qu'est-ce qui sont spécifiques dans l'ARN, qu'est-ce qui est présent que dans la tumeur et pas dans les tissus sains, et présent dans les tumeurs des différents types moléculaires qu'on a vus. Donc ça, c'est un travail qui est fait en collaboration avec l'équipe de Marc-Henri. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle vous avez ici une cellule tumorale. Et bien, au niveau de la cellule tumorale, vous voyez, il y a des petites molécules avec les peptides qui peuvent... On ne voit pas avec ma... Ah, il faut que je change d'écran, voilà, excuse-moi, voilà. Oui, les ARN, voilà. Vous voyez maintenant? Voilà. Donc, vous voyez les petits peptides qui sont dans les molécules du CMH. Alors, si je ne suis pas gaucher, eh bien, on va essayer de caractériser ce qui provient de ces espèces moléculaires qui sont spécifiques de la tumeur. On va essayer en purifiant les molécules à la surface des cellules tumorales, on va essayer d'identifier qu'est-ce qui est présenté, parce que ça va pouvoir être reconnu par les lymphocytes qui vont reconnaître avec un récepteur spécifique ces peptides. Donc on va donc faire séquençage de l'ARN, caractérisation des antigènes peptidiques présents au niveau des cellules tumorales sur certaines des lignées qui ont été préparées dans le programme 2 d'Olivier Gagné. Et d'autre part, on va regarder et c'est pour ça on a des protocoles où j'avais dû signer, certains d'entre vous ont peut-être signé des consentements, où on prélève du sang chez vous en disant, si vous avez eu une tumeur, vous pouvez avoir généré une réponse immune qui est certes pas très bonne, puisque vous avez une maladie, mais qui pourrait être utile. En caractérisant votre réponse immune, on peut mieux caractériser ces antigènes. Et ensuite, on regarde dans des modèles in vitro, donc en culture cellulaire, on prend ces lymphocytes et on regarde s'ils sont capables de reconnaître et de tuer les cellules tumorales. Et donc, ça conduit à proposer, en fonction des travaux qu'on a fait en commun avec Marc-Henri et avec l'aide d'un donateur, on a pu mettre en place on a un projet de vaccination thérapeutique dans lequel on va mettre ce qu'on appelle un vecteur, j'essaie de retrouver avec la souris, un vecteur vaccinal qui va coder pour environ au moins 60 antigènes qui sont mis dans le vecteur, donc antigène 1, antigène 2, etc. Donc il y en aura 60 environ, qui seront communs à une certaine forme génétique du patient. Donc l'idée, c'est de faire un vaccin adapté à SF3B1, à bas pointe,
ou aux autres formes de mélanome UVO, de manière à pouvoir vacciner en situation thérapeutique en associant à des traitements anti-checkpoint. Voilà. Voilà les projets, et je pense que ça va être réabordé par Sophie éventuellement dans l'après-midi. Avant, peut-être avant, pour clore vraiment la présentation, il y a cette diapo qui est pas une diapo politiquement correcte. C'est quand je dis merci aux patients et à leurs familles, en fait, c'est d'avoir ce projet et d'avoir eu ces moyens qui sont importants pour mener la recherche à l'Institut Curie, c'est vraiment grâce à vous. On est un des plus grands centres du monde, ou le plus grand centre du monde en termes de nombre de patients qui sont traités. Vous, très généreusement, vous signez les consentements qui nous permettent d'utiliser les échantillons que vous donnez ou qui viennent de la chirurgie. Tous ces travaux, tous les travaux qu'on a menés à partir de vos données et à partir de ces prélèvements nous ont permis de réaliser des travaux qui nous ont permis d'avoir ce projet et de continuer à travailler comme ça. Voilà, donc un vrai merci sincère et voilà. Merci. Donc, voilà, je ne peux pas reprendre plus, c'est exactement ce que j'allais dire. On a dit un petit mot très rapide, Olivier a dit un petit mot très rapide, justement, effectivement. Ça, c'est un exemple important de différents exemples de ce qu'on peut faire en recherche. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur le mélanome de l'œil. Cette expertise qu'il y a vient aussi justement du nombre d'échantillons et donc de ces consentements. Un essai vaccination qui se dessine, financé par un donateur qui a donc généreusement dit je veux aider la recherche en mélanome uvéal. Donc vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui sont prêts à soutenir financièrement la recherche en mélanome uvéal, c'est important. On aura peut-être notre directeur qui passera en fin d'après-midi, peut-être entre deux, pour faire un petit coucou et pour remercier, pour dire justement à quel point il s'implique lui-même aussi pour soutenir cet essai clinique et le construire. Mais c'est un travail de l'ombre que vous ne voyez pas. Je sais bien que vous vous demandez tout le temps, est-ce quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a de nouvelles recherches, de nouveaux traitements? Vous pouvez peut-être vous demander aussi pourquoi ça n'avance pas plus vite. Sachez qu'on est vraiment à 200% là-dessus.